Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une vidéo focus sur une maison d'édition. C'est un format que j'aimerais bien faire pour plusieurs maisons d'édition que j'apprécie énormément. Donc voilà, je vais le faire en vous parlant un petit peu de mes livres préférés, de cette maison d'édition, mes auteurs préférés, etc. Et mon premier focus sera sur la maison d'édition Hurlevent. Alors là, je vais vous parler en fait de tous leurs livres parce que globalement, il n'y en a pas tellement qui sont sortis. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tellement. Donc là, je vais vous présenter un peu tous leurs livres, comme ça je vous présente un peu leur catalogue. Ça vous permettra peut-être d'avoir une vision d'ensemble, une vue d'ensemble sur les livres qui pourraient vous plaire chez eux, lesquels pourraient vous parler, lesquels vous aimeriez peut-être lire en priorité. Voilà, donc je vais faire un petit focus sur les éditions Hurlevent. Si vous entendez du bruit dans le fond, il y a des machines à laver qui tournent dans la pièce à côté. J'espère que ça s'entend pas trop, mais bref. Sachant que ce sont des romans que donc moi déjà je suis voix Hurlevent, du coup tous les livres dont je vais vous parler ce sont des services presse, sauf les fêlures, sauf Millie Davis qui est le seul livre que j'ai acheté en fait des éditions Hurlevent il me semble. Tout le reste j'ai été voix Hurlevent et du coup j'ai reçu tous les livres. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant que je suis voix Hurlevent et du coup voilà, j'ai reçu tous ces romans, mais mon avis, évidemment, voilà, c'est mon avis, ce que je pense sur les livres, etc. Je ne suis pas biaisée comme d'habitude, je pense que vous me connaissez un petit peu. Mais bref, du coup, ça veut dire qu'il y a des livres que j'ai lus il y a quand même plus de 2 ans, donc les résumés ne sont pas toujours hyper clairs en ma tête, les noms des personnages, on n'en parle pas, mais je vais vous donner plus, en fait, mes impressions, ce que j'ai retenu de ces romans, pourquoi je vous le conseille, etc. Donc voilà, ce sera pas des résumés précis, ça je vous invite à aller lire les résumés des romans, mais voilà, ce sera plus voilà, mes impressions sur le récit, ce que j'en ai retenu, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec cette grosse brique, le premier qui est sorti d'ailleurs aux éditions Hurlevent, donc Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond, donc de Sarah, de Mrs. Bookermont, que vous connaissez j'imagine. Celui-là, c'est un roman... En fait, tous les romans du Hurlevent sont fortement dans l'ambiance, mais ici, on suit une jeune femme qui est très anxieuse, qui fait penser à Sarah, quand vous connaissez Sarah, dans ses vlogs, etc., sur de nombreux aspects. C'est une jeune femme qui est assez anxieuse, qui a déjà écrit un roman historique, mais qui doute d'elle-même parce que, il me semble que dans mon souvenir, elle avait eu des critiques par rapport à quelques petites inexactitudes historiques, et du coup, ça la bloque un petit peu pour écrire... son prochain roman. Elle va intégrer une école pour un peu atténuer son syndrome de l'imposteur. Et voilà, c'est un roman, en fait là je vous en ai fait un résumé très global, mais en fait elle va avoir, enfin c'est un roman qui est déjà fort porté sur l'écriture, qui est fort porté sur les angoisses, enfin on va suivre un personnage qui est extrêmement touchant. C'est une grosse brique, mais franchement on voit pas les pages passer. Je trouve que c'est un roman qui fait du bien, dont on s'attache au personnage, notamment au personnage principal, mais aussi à sa grand-mère. Je me souviens de sa grand-mère qui m'avait fait pas mal rire à de nombreuses reprises. C'était vraiment un très chouette texte qui se lit tout seul. Et voilà, il y a une histoire d'amour également qui a plu à beaucoup de personnes. Mais voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'est le tout premier roman Hurlevent. Et on a aussi un petit voyage en Écosse. Après, ne le lisez pas pour le voyage en Écosse parce que c'est pas ce qui prédomine dans le roman. Mais voilà, c'est un roman finalement, si vous aimez Sarah de Mrs. Bookermont, je pense que vous aimerez ce roman parce qu'on retrouve beaucoup son âme dans ce texte. Je vais du coup vous parler du deuxième roman de Sarah aux éditions Hurlevent, c'est Les fêlures de Wakefield Manor, qui n'a rien à voir avec le premier, puisqu'ici on est plus dans un roman de secret de famille, dans une intrigue très mystérieuse, très... ouais, très anglaise, vraiment les romans à la Daphné du Maurier, où on est ici plongé dans la campagne anglaise. On a une jeune femme qui va intégrer une famille pour travailler auprès des enfants de cette famille, et on voit que il y a des secrets qui se cachent derrière cette famille d'apparence très saine, d'apparence très classe, très parfaite, etc. Voilà, c'est vraiment un roman qui m'a surprise à de nombreuses reprises. Dépaysant par le fait d'être complètement perdu dans la campagne anglaise, c'était un texte absolument
très prenant, on a envie de savoir la fin, et surtout, enfin voilà, j'avais adoré vraiment cette plume et cette ambiance de manière générale. D'ailleurs, je vais vous relire ce que j'avais écrit comme petite phrase d'accroche. Laissez-vous vous perdre dans la campagne anglaise et embarquer dans cette histoire fascinante. L'autrice joue de nous avec une intrigue stupéfiante et mystérieuse. C'est un texte digne des grands renoms de la littérature britannique. Franchement, si vous aimez les textes à la Daphné du Maurier, je vous conseille vivement celui-ci. Ensuite, on va passer aux deux romans de Chanel Malka, qui sont deux romans ici plutôt historiques, puisqu'ici on va être dans la cour anglaise au 19e siècle. Je me souviens qu'on aborde pas mal le thème de... en fait, on parle des différentes problématiques du règne de la reine Victoria, et notamment du travail des enfants. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire plus, mais on va suivre cette jeune femme qui s'appelait Helena, tout à fait, qui est noble mais qui a des envies de liberté. En fait, elle a pas envie de suivre ces règles édictées par la noblesse, et elle va se retrouver finalement à intégrer l'entourage de la reine, à intégrer sa cour. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'était un roman historique très vraiment fascinant par son personnage, par les différentes problématiques de l'époque qui sont abordées, et puis forcément par son prestige. On intègre la cour royale, donc on a des décors absolument merveilleux, des descriptions de ces décors qui sont très détaillées, on les voit, c'est très visuel, on les voit se dessiner devant nous, on a des balles, etc. Enfin voilà, c'était on intègre la cour quoi, et du coup c'était très impressionnant. Et puis dans tout ça, on a des complots, des histoires d'amour. Voilà, c'était un très chouette roman. Même si j'ai préféré entre les deux Prisonnière de l'hiver russe, donc toujours de Chanel Malka, qui est un de mes romans préférés des éditions Hurlevent. À lire idéalement en hiver parce qu'on a très froid en le lisant. Ici, on va suivre de nouveau une jeune femme issue de la noblesse qui va se retrouver à passer quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, auprès des Romanov. Et elle va en fait du coup s'attacher à cette famille, et forcément on aborde la vie des Romanov et donc ce qui va suivre ensuite. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire des Romanov donc en Russie, et du coup forcément on aborde aussi les problématiques de l'époque. On a en même temps la vision de cette noble, je sais plus si elle était anglaise ou française, il me semble qu'elle était anglaise, oui elle était anglaise, donc on a à la fois son point de vue à elle qui va découvrir la vie des Romanov, mais du coup d'un regard très naïf et finalement en n'ayant pas toutes les clés en main. On va suivre en même temps une des filles Romanov, et on va suivre en même temps une domestique, donc on a un peu une vision d'ensemble qui permet d'avoir vraiment voilà, une vue d'ensemble sur les différentes problématiques de l'époque. J'ai trouvé ça fascinant, extrêmement bien écrit, et si vous aimez Anastasia, l'histoire des Romanov, etc., je vous conseille vivement ce roman là. Je viens ensuite vous parler des deux romans de Nora Lake, et on commence avec Descendre sur tes mains, dans lequel on va suivre une jeune orpheline qui va intégrer le manoir d'un homme qui va devenir son tuteur. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, juste qu'il va se nouer entre eux une relation assez spéciale. Voilà, je vous en dirai pas grand chose de plus parce que je trouve que c'est vraiment le genre de texte dans lequel on se lance complètement à l'aveugle, mais on voit directement que dans cette immense demeure qu'elle va intégrer, il y a une ambiance très fantomatique en fait, très inquiétante, très pesante, et c'est vraiment un récit où ici l'ambiance est très sensuelle, très dangereuse, ça sointe de luxure, ça sointe de vice. C'était vraiment un très bon roman qui transpire la luxure vraiment, et voilà, où on a l'impression d'explorer les péchés des personnes, et puis voilà, il y a une ambiance très vraiment comme il y a on sait que dans cette maison il y a quelque chose de malsain en fait, voilà c'est ça, il y a quelque chose de malsain qui s'est déroulé, et on sent que cette maison a une âme, a une vie, et qu'elle est habitée de présences fantomatiques, mais on sait pas trop finalement le vrai du faux, on se méfie de tout en fait, et j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Et ensuite Les larmes de l'asphodèle, qui lui est un roman qui réécrit en fait le mythe d'Eurydice et d'Orphée. Donc ici on est beaucoup plus sur la mythologie, mais c'est un roman vraiment
c'est une réécriture très originale. J'ai beaucoup aimé la vision de Nora sur ce mythe, comment elle s'est réappropriée cette histoire. Je vais pas vous faire le résumé du mythe, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais du coup forcément ici on va intégrer les enfers, donc on va ici aussi s'intéresser à Perséphone et à Hadès. C'était très sensuel, j'ai beaucoup aimé vraiment les différentes problématiques actuelles finalement qu'on retrouve dans ce mythe qui date d'il y a très longtemps. C'était aussi un très beau texte, aussi une très belle plume. Je vais vous relire ici parce que de nouveau c'est mon avis qui est là derrière, donc je l'ai directement, donc je vais vous lire la phrase accroche qu'on a mis derrière. L'autrice nous offre avec ce roman une réécriture saphique, romantique, féministe et sensuelle du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Sa plume est précise, riche en descriptions et en émotions. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, on passe, je pense, à mes romans préférés des éditions Le Revent. C'est très difficile de vous dire lesquels sont mes préférés ou de faire un podium parce que, voilà, c'est très difficile. Mais, Aux heures sombres de la tyrannie et La dague de velours de Rose Castelet, j'ai adoré ces romans historique. Alors il y a une grosse différence de taille comme vous pouvez le voir. Ici en fait on s'intéresse à la Révolution française, c'est extrêmement documenté, c'est extrêmement précis, on a l'impression de vivre la Révolution française auprès de ces personnages. J'ai appris énormément de choses sur la Révolution française, mais en même temps sans avoir l'impression de lire des livres d'histoire, de suivre des cours d'histoire. Vraiment on vit cette révolution de manière très intense auprès des différents personnages qu'on suit. C'est un roman choral, ce sont deux romans voilà, où on suit différents personnages, on est dans la tête vraiment de personnages très différents, certains détestables, certains qui nous font mal au cœur, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'était extrêmement bien écrit, très fouillé, très travaillé, très violent forcément parce que la Révolution française c'était pas le monde des bisounours, donc il y a des scènes qui sont quand même assez difficiles, mais j'ai adoré les différents retournements de situation, de suivre les personnages finalement qui ne sont pas tous des héros, loin de là. Vraiment on a un panel de personnages absolument fascinant. C'est ici en fait c'est donc le tome 1 entre guillemets, mais celui-là peut être lu complètement indépendamment. C'est une suite de ce tome-là, mais voilà, on a par exemple une nouvelle voix dans les éditions Hurlevent qui n'avait pas lu Aux heures sombres de la tyrannie et qui a lu La dague de velours sans avoir lu du coup celui-là, je viens de vous le lire. Ça l'a absolument pas dérangé, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de lire Aux heures sombres de la tyrannie pour lire La dague de velours, mais n'ayez pas peur de la brique qui est ce roman-là, parce que ça se dévore à une vitesse incroyable et c'est de la grande qualité, vraiment c'est du grand roman historique que je ne peux que vous conseiller. J'ai adoré chaque minute passée à lire ces textes. Je passe ensuite au Serment de Langue Brume de Josepha Juillet. Mon dieu, celui-là, ça va être impossible à vous le résumer. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout se déroule, toute l'intrigue se déroule autour d'une forêt très effrayante. Une forêt, voilà, où enfin vraiment c'est très déconseillé de pénétrer dans cette forêt parce qu'on en ressort en généralement pas vivant. Et on va suivre différents personnages, voilà, autour de cette forêt. Voilà, je vous en dirai pas beaucoup plus, mais c'est une ambiance finalement très moyenâgeuse et une ode à la nature, une ode à la magie, une ode à la femme, une ode à la sorcellerie. Ici on a vraiment un roman envoûtant, ensorcelant. C'est vraiment un texte de nouveau fascinant. Vraiment j'avais adoré cette intrigue qui se démarque quand même très fort des autres romans Hurlevent, mais on retrouve toujours cette ambiance finalement qu'on a dans tous les autres romans. Voilà, c'est très dur de vous résumer ce roman là parce que vraiment l'intrigue est un peu compliquée à vous la résumer sans vous spoiler quoi que ce soit, mais voilà, c'était un texte absolument très bien écrit et vraiment la nature est omniprésente. On a cette forêt qui pèse sur le récit pendant tout le long de notre lecture. Et là, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Voilà, si vous cherchez des romans plus de sorcellerie, mystérieux, avec aussi des secrets, etc., je vous le conseille vivement. Ici, Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, qui là est un roman parfait à lire en été. Ils sont tous parfaits à lire tout au long de l'année, évidemment, mais celui-là, en été, c'est pépite, parce qu'on a une ambiance ici très électrique, très... on sent que ça va exploser à tout moment dans le récit, et on attend ce moment où ça va exploser
explosé. Tout commence par un meurtre. Le premier, voilà, directement on a un meurtre et puis on retourne dans le passé jusqu'au moment où on va arriver à ce fameux meurtre. Et on est ici dans les années, c'est les années 50, je ne sais plus maintenant. Ouais, dans les années 50 à Lyon. Du coup forcément il y a une ambiance assez vintage dans le récit et on intègre une famille très huppée de Lyon qui se retrouve là en été et voilà, on voit que dans cette famille il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de jeux d'apparence, beaucoup de jalousie. C'est une ambiance finalement très malsaine parce qu'ils font tous semblant de s'apprécier, mais en fait on sent que il y a pas mal de tensions entre eux, que on a des parents qui veulent montrer que leur progéniture est la meilleure et du coup ça crée un esprit très compétitif entre les différents membres de la famille et voilà, et on sait que il va y avoir un meurtre, je n'en dirai pas plus évidemment, mais du coup c'est un récit extrêmement prenant parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé et voilà, c'est une ambiance très énigmatique et voilà, on attend vraiment ce moment où l'orage va avoir lieu, où tout où cette ambiance électrique va vraiment exploser et c'était un roman absolument grandiose, vraiment je l'ai adoré. Je viens ensuite vous parler de Les éclats de la fratrie Opic de Mélissa Restou. Ici on va être au début du XXe siècle, on est en plein on est avant et puis pendant la Première Guerre mondiale, donc forcément on est dans un contexte sous tension, vraiment un contexte international très pesant et on va suivre en fait 3 membres d'une fratrie. Il me semble qu'il y avait 2 frères et une sœur dans mon souvenir et ils ont perdu leur mère et ils vont être sous la garde de leur père, mais leur père qui est extrêmement toxique, pour qui les apparences sont très importantes. De toute façon, à l'époque, il y avait vraiment des normes à suivre. Les femmes devaient se marier, devaient être des bonnes mères de famille, les hommes devaient être des mâles, surtout quand on est dans une ambiance vraiment guerrière en fait, puisque voilà, il y a le climat de la guerre qui s'installe petit à petit, et donc les hommes doivent être des soldats, doivent être courageux et doivent représenter l'idéal masculin. Et donc on a ce père qui est extrêmement sévère et on a ces enfants qui se sentent étouffés par cette présence paternelle et étouffés dans leur liberté, dans leurs envies, et ils ont chacun en fait des rêves et des désirs qui vont à l'encontre des règles du père, et on va les voir du coup essayer de s'émanciper ou pas en fait de la présence du père. C'était vraiment très bien écrit, j'ai adoré l'aspect psychologique de ce récit et c'était une très belle plume, et je trouve qu'on ne parle pas assez de ce roman vraiment alors que il mérite vraiment d'être autant lu que les autres et franchement je l'ai trouvé absolument génial. On passe dans les romans les plus récents avec Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre. Je prononce sûrement très mal Kilchurn, je ne sais plus comment on le dit. Ici on est en Écosse, voilà. Je crois qu'il faut pas d'autres arguments. Ici on est en quelle année encore? On est de nouveau dans les années 50 en Écosse, et en fait on va suivre comment il s'appelait, Yann? Jamie, rien à voir, et on va suivre Jamie qui est un jeune homme de 17 ans. Il vit avec sa famille en Écosse et son frère va disparaître, donc son petit frère va disparaître, et il va essayer de le chercher, de savoir ce qui est arrivé à son frère parce qu'il a disparu entre le chemin de l'école et il me semble que c'était à ce moment-là, en rentrant de l'école en fait tout simplement, et il va essayer vraiment de savoir ce qui lui est arrivé, et ça va le mener à Kilchurn. Donc c'est une demeure qui est complètement abandonnée, et en fait il va tomber sur finalement quelqu'un qui habite encore dans cette maison, Samuel, et il va se nouer d'une certaine manière à ce propriétaire, voilà. Donc il y a toute une histoire autour d'une maison qui paraît de nouveau très mystérieuse, très fantomatique, très inquiétante, et en fait dans ce récit ce que j'ai adoré c'est que on est complètement perdu entre en fait la frontière entre le réel et l'imaginaire est très fine, et ça crée un sentiment de confusion tout au long de notre lecture. Vraiment on perd le lecteur, et c'est ce qui est absolument magnifique et intelligent en fait
parce que on est tout le temps dans un questionnement constant, et évidemment il y a une ambiance très écossaise, une ambiance un peu de clan en fait, en intégrant finalement cette famille qui va forcément, enfin cette disparition va créer des tensions, va raviver des souvenirs, va un peu raviver le passé également, et une ambiance également très fantomatique autour de cette maison. Vraiment c'était un excellent roman, je vous l'ai dit pour tous, mais bon, ils sont tous excellents. Et je termine avec le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauret, qui lui aussi mérite de... J'ai l'impression que les éclats de la fratrie au pic et celui-là, c'est ceux qu'on voit le moins passer, pourtant ils sont vraiment excellents, tous les deux, tous de nouveau, mais tous les deux ici, j'ai l'impression que c'est ceux qu'on voit le moins, et pourtant ils sont géniaux. Ici, on est sur un bateau, donc de nouveau, je vous le conseille plus pour l'été, mais c'est pas obligatoire. On va suivre un jeune homme, on était en quelle année encore? Moi, on est en 1865. On va suivre Oscar qui est en plein deuil puisqu'il a perdu sa mère, et il va décider de suivre son père qui est marin, et il va décider en fait de suivre son père sur un bateau, et du coup en fait lui qui est issu d'un milieu très aisé, qui a toujours été surprotégé, qui ne connaît rien finalement à la vie, au travail, etc., va devoir travailler en tant que marin dans un milieu finalement assez difficile sur un bateau. Donc on apprend pas mal de choses sur ce métier, sur ce milieu, sur la vie sur un bateau. Il y a plein d'anecdotes, je trouve que c'est riche, vraiment très riche en anecdotes, certaines très mémorables. Et c'était vraiment un très chouette texte, un texte où on a ce jeune homme qui cherche à se construire, qui cherche son identité tout simplement, et qui cherche aussi à nouer des liens avec son père. Voilà, donc il va être pendant toute une traversée sur ce bateau, sur ce milieu finalement assez hostile. J'ai trouvé que c'était un très beau texte initiatique, c'est initiatique le terme, je ne sais plus, bref. Et puis forcément on passe beaucoup de temps en mer, donc je trouve ça très chouette, voilà, à lire quand on est en vacances, et c'était vraiment un très beau texte, très dépaysant, et avec des personnages de nouveau assez intéressants. Voilà, c'est tout pour les romans Hurlevent. Il y en a un nouveau que je vais bientôt recevoir, mais voilà, je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai entre les mains. Maintenant, les éditions Hurlevent commencent à faire des jaspages, et ce nouveau texte aura un jaspage absolument magnifique. Du coup, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre mes mains. Bref, c'est une maison d'édition que je vous conseille fortement de soutenir, parce que déjà, elles en ont besoin. C'est une toute petite maison d'édition, et elles ont besoin de votre soutien. Elles ont besoin qu'on achète leurs livres, et surtout elles font un travail incroyable. Il y a un travail sur les textes, sur les manuscrits, sur vraiment, en fait j'ai jamais été, il y a aucun roman que je n'ai pas aimé. C'est tous des textes de qualité, il y a à chaque fois un travail sur les manuscrits qui est dingue, un travail sur les recherches historiques, puisqu'il y a des textes historiques qui demandent évidemment beaucoup de recherches, et on sent que ces recherches ont été faites. Ce sont des très bons textes, et il y en a pour tous les goûts finalement, parce que même si tous ont comme point commun finalement d'être des romans d'ambiance, ils sont tous très différents par leur intrigue, par leur ambiance, par leur histoire. Franchement, je vous conseille de vous pencher sur les romans des éditions Hurlevent. Et voilà, c'est comme ça que je vais clôturer du coup cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà lu des romans de cette maison d'édition, ou si certains vous tentent. Je vous laisse me laisser des petits commentaires en bas, un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et partager des vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi sur quelle maison d'édition, de quelle maison d'édition vous aimeriez que je parle dans le prochain focus.